L'enveloppe était posée sur la table de la cuisine comme un serpent enroulé. Un papier épais, couleur crème. D'apparence officielle. Le genre qui vous noue l'estomac avant même que vous ne l'ouvriez. Je la fixais depuis ce qui me semblait être 1 heure, mais qui devait en réalité n'être que 5 minutes. Signe simplement, Julie, dit ma mère, la voix dégoulinante de ce ton faussement doux qui signifiait qu'elle s'apprêtait à te gâcher la vie. Le même ton qu'elle avait utilisé pour me convaincre de co-signer leur 2e voiture. Le même quand elle m'avait culpabilisé pour que je paie leurs vacances l'été dernier. C'est vraiment très simple. Je fixai les papiers, puis ses ongles parfaitement manucurés tapotant la table avec impatience, puis mon père, debout près de la fenêtre, faisant semblant d'être fasciné par la haie du voisin. Un grand classique de Werner, laisser Heidi faire le sale boulot pendant qu'il jouait l'innocent spectateur. Il avait perfectionné ce numéro au fil des années. Si je comprends bien, dis-je lentement, les mains tremblantes en tenant le document, vous voulez que je m'engage légalement à payer 90% de vos factures? 90%? Eh bien, tu réussis tellement bien, répondit maman en lissant son chemisier impeccablement repassé. Ce travail chic en ville, ton bel appartement. Pendant ce temps, nous, on peine à joindre les 2 bouts. Peiner à joindre les 2 bouts. Bien sûr. Je jetai un coup d'œil autour de leur salon immaculé, le nouveau canapé en cuir acheté le mois dernier, l'énorme télévision à écran plat que papa avait jugé indispensable, la collection de figurines en cristal que maman achetait compulsivement sur les chaînes de téléachat. Vous n'êtes pas ruiné, dis-je. Vous êtes juste très mauvais avec l'argent. Papa se retourna enfin, le visage déjà rouge. Ne te permets pas de parler ainsi à ta mère. Nous t'avons élevé, nourri, habillé. C'est comme ça que tu nous remercies? Ah, voilà. Le train de la culpabilisation, alors comme toujours. Je vous aide déjà, répondis-je en essayant de garder une voix calme. Je vous envoie de l'argent tous les mois. Depuis 3 ans. 300 €, ricana maman. C'est de la petite monnaie. C'est 10% de mon salaire. Et ce n'est pas suffisant. Elle poussa les papiers vers moi. C'est ce que font les familles, Julie. Elles prennent soin les unes des autres. Je baissai de nouveau les yeux vers le document. Ce n'était pas une simple demande, c'était un contrat juridiquement contraignant, qu'ils avaient réellement fait rédiger par un avocat. Avec en-tête officielle et tout le reste. Ils voulaient que je m'engage à payer leur crédit immobilier, leur mensualité de voiture, leur carte de crédit, leur abonnement au club privé, leur service par abonnement. Tout. Pour les 20 prochaines années. 20 ans à être leur distributeur automatique personnel. J'aurai 48 ans avant d'être libre. Je ne signerai pas, dis-je en repoussant les papiers de l'autre côté de la table. La température de la pièce sembla chuter d'une dizaine de degrés. Réfléchis très attentivement à ce que tu fais, dit papa d'une voix basse et menaçante. Tu ne veux pas prendre cette décision. Je l'ai déjà prise. La réponse est non. Le visage de maman se transforma. La douceur factice disparut, remplacée par quelque chose de froid et de dur. Signe les papiers ou fais face aux conséquences. Quelles conséquences? Je me levai, ma chaise raclant bruyamment leur parquet hors de prix. Vous allez faire quoi? Arrêtez de me parler? Franchement, ça ressemble plutôt à un rêve, là tout de suite. Mauvaise décision, dit simplement maman. Elle ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle l'énonça comme un fait, comme si elle disait que le ciel est bleu ou que l'eau est mouillée. D'une certaine manière, c'était encore pire. J'attrapai ma veste et me dirigeai vers la porte. J'en ai fini ici. Tu le regretteras, lança papa derrière moi. Je ne pris même pas la peine de répondre. Je voulais juste sortir de cette maison, loin de leurs manipulations, de leurs exigences incessantes. J'étais leur vache à lait depuis mon premier vrai emploi, et j'étais épuisée. Tellement épuisée. Je restai assise un moment dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, essayant d'arrêter de trembler. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Respire profondément, Julie. Respire profondément. Puis je pris la route. Pas vers chez moi, je n'étais pas prête à être seule avec mes pensées en ébullition.
Je finis chez mon amie Lisa, manquant presque de tomber à l'intérieur quand elle ouvrit la porte. Ils ont fait quoi? Lisa me tendit un verre de vin si plein qu'il menaçait de déborder. Julie, c'est de la folie. C'est carrément psychopathique. Je sais. J'en bus une énorme gorgée. Mais c'est tellement typique. Tout tourne toujours autour de ce que je peux faire pour eux, de ce que je leur dois. Tu ne leur dois pas ta vie entière. Essaie de leur dire ça. Nous avons parlé pendant environ une demi-heure. Lisa m'a fait rire, m'a rappelé que je n'étais pas folle, que j'avais fait le bon choix. Je commençais réellement à me sentir mieux quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô? Julie Schneider? Une voix de femme. Professionnelle. Sérieuse. Oui. Ici l'agent Hoffman, de la police de Heidelberg. Nous avons une situation au 47, Bergstrasse. C'est l'adresse indiquée pour vos parents. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Mon cœur s'est arrêté. Que s'est-il passé? Ils vont bien? Ils vont bien. Mais nous avons besoin de vous ici, tout de suite. Le trajet du retour m'a semblé durer des heures au lieu de 20 minutes. Mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Quelqu'un s'était-il introduit chez eux? Un incendie? L'un d'eux avait-il fait un malaise, et l'agente ne voulait tout simplement pas me le dire au téléphone? 2 voitures de police étaient garées devant la maison, gyrophares allumés, baignant tout dans des lumières bleues et rouges irréelles. Les voisins étaient sur leur perron, téléphone sorti, filmant sans aucun doute. Les Hoffman. Les Müller. Même la vieille Frau Becker, qui pouvait à peine marcher, s'était traînée dehors pour assister au spectacle. Je me suis garée n'importe comment et j'ai couru vers la maison. Une policière m'a arrêtée à la porte. Julie Schneider? Oui, que se passe-t-il? Vos parents nous ont appelés il y a environ 35 minutes. Ils ont déclaré que leur fille s'était introduite chez eux, les menaçait, leur volait des biens et refusait de partir. Le visage de l'agente était soigneusement neutre. Il voulait porter plainte. Le monde a vacillé. Quoi? Oui, dit l'agente, et je vis alors quelque chose dans son regard. Pas tout à fait de la compassion, mais de la compréhension. C'est à peu près ce que nous avons pensé aussi. Elle m'a fait entrer. Maman et papa étaient assis sur le canapé, l'air parfaitement bouleversé. Maman tamponnait même ses yeux complètement secs avec des mouchoirs. Ils s'attendaient clairement à me voir arriver menottée. Leur visage quand ils m'ont vu entrer librement avec la policière? Un souvenir que je chérirai pour toujours. Agent, Dieu merci, vous êtes là, commença maman. Elle s'est introduite, elle. Madame Schneider, la coupa l'agent Hoffman. Votre fille n'est pas venue ici depuis plus d'1 heure, n'est-ce pas? Maman cligna des yeux. Eh bien, oui, mais... Et elle est partie de son plein gré? Elle est sortie en trombe, intervint papa. Après avoir refusé d'aider ses propres parents. D'accord. L'agente sortit un petit carnet. Et le vol que vous avez mentionné au téléphone? Qu'est-ce qui a été volé exactement? Silence. Un silence magnifique, accablant. Eh bien, techniquement, rien n'a encore été volé, finit par dire papa. Mais elle a refusé de signer des papiers acceptant de nous soutenir financièrement. C'est pratiquement un vol de service. L'agent Hoffman le regarda comme s'il venait d'affirmer que des extraterrestres lui avaient volé le cerveau. Monsieur, ce n'est pas ainsi que fonctionne le vol. Ce n'est pas ainsi que tout cela fonctionne. Nous l'avons élevé. La voix de maman devint stridente. Elle nous doit tout. Vous avez tout à fait raison, dit un autre policier en s'avançant. Plus âgé, probablement la cinquantaine, avec ce genre de visage qui avait tout vu. Vous l'avez élevé. C'était votre obligation légale en tant que parent. Cela ne vous autorise pas à déposer de faux rapports de police. Oh. Oh non. J'ai vu la réalisation se dessiner sur le visage de mes parents. Faux. La voix de maman devint soudain toute petite. Déposer une fausse plainte est une infraction pénale, poursuivit le policier plus âgé.
Vous avez affirmé que votre fille s'était introduite chez vous. Ce n'est pas le cas. Vous avez affirmé qu'elle vous avait menacé. L'a-t-elle fait? Elle a été très impolie, tenta papa. Vous a-t-elle menacé de violence ou de vous faire du mal? Silence. Vous avez affirmé qu'elle refusait de quitter votre propriété. Or elle est partie il y a plus d'une heure, n'est-ce pas? Encore du silence. Et vous souhaitiez porter plainte parce qu'elle refusait de signer un contrat. Le policier jeta un regard aux papiers encore posés sur la table de la cuisine. Il les prit, les feuilleta et laissa échapper un sifflement discret. C'est un contrat l'obligeant à payer 90% de vos frais de subsistance pendant 20 ans? C'est ce que fait une famille, murmura maman. Non madame, c'est ce que font les escrocs. Il reposa les papiers. Ce document, combiné à votre fausse déclaration à la police, pourrait même être interprété comme une tentative d'extorsion. La couleur quitta le visage de chacun d'eux. Maintenant, dit l'agent Hoffman d'une voix devenue officielle. Nous pourrions vous inculper tous les deux pour dépôt de fausses plaintes. Nous pourrions aussi poursuivre la piste de l'extorsion. Ou bien, elle marqua une pause lourde de sens, nous pourrions en rester là avec un simple avertissement, à condition que vous ne contactiez plus jamais votre fille avec ce genre d'exigence. Mais c'est notre fille, dit maman, et pour la première fois, elle avait réellement l'air effrayée. Elle est obligée de nous parler. Non madame, ce n'est pas le cas. C'est une adulte. Et si vous continuez à la harceler, elle peut demander une ordonnance restrictive. L'agente se tourna vers moi. Ce que je vous recommanderais, honnêtement. Je restais là, complètement engourdi. 30 minutes. Ils avaient attendu 30 minutes après mon départ avant d'appeler la police et de mentir. 30 minutes avant d'essayer de me faire arrêter parce que je refusais de les laisser me saigner à blanc. Julie, commença papa, tu ne vas quand même pas les laisser. Ne fais pas ça. Ma voix sortit plus ferme que je ne me sentais. Ne me dis pas un mot de plus. Nous sommes tes parents. Vous avez essayé de me faire arrêter. Les mots jaillirent de moi. Vous avez menti à la police. Vous avez essayé de ruiner ma vie parce que je refusais de sacrifier mon avenir pour financer votre addiction au shopping et votre ego. Maman se mit à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Nous avons juste besoin d'aide. Alors cherchez une vraie aide. Consultez un conseiller financier. Parlez à un thérapeute pour comprendre pourquoi vous pensez qu'il est normal de manipuler votre propre fille. Mais moi, j'en ai fini. Je regardais les agents. Je veux demander une ordonnance restrictive. Julie, non, la voix de papa se brisa. S'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure, mauvaise décision, maman. Tu avais raison. Mais la mauvaise décision, c'était la mienne, perdre 3 ans à essayer d'aider des gens qui ne me voyaient que comme un compte bancaire. L'agent Hoffman hocha la tête. Nous pouvons commencer la procédure ce soir si vous le souhaitez. Je l'ai souhaité. Nous sommes allés au commissariat. J'ai rempli les formulaires, fait ma déposition, expliqué des années de manipulation financière. Les agents étaient aimables mais professionnels. Ils avaient clairement déjà vu ça, des membres de famille qui considèrent leurs enfants réussissant comme des plans de retraite. Il était passé minuit quand je suis enfin rentrée chez moi. Je suis restée assise dans ma voiture, dans le parking, complètement vidée. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de mes parents. J'ai bloqué les 2 numéros. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. Puis ma banque pour mettre des alertes sur tous mes comptes. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire pour lui expliquer qu'en aucun cas mes parents ne devaient être autorisés à entrer dans l'immeuble. Lisa est passée le soir même avec des pizzas et du vin. « Comment tu te sens ?» m'a-t-elle demandé. Honnêtement ? Libre. J'ai pris une bouchée de pizza. Coupable, mais libre. La culpabilité finira par passer. Tu crois ? Oui. Elle me serra la main. Parce que tu n'as rien fait de mal. Si. Et tu sais quoi ? Tout ira bien pour toi. Elle avait raison. Ça a pris du temps et de la thérapie, beaucoup de thérapie, pour déconstruire des années de conditionnement qui me faisaient croire que je leur devais tout simplement parce que j'étais née. Mais peu à peu,
j'ai compris que l'amour n'est pas censé venir avec des factures. L'ordonnance restrictive a été accordée 2 semaines plus tard. Mes parents l'ont contestée, bien sûr. Ils se sont présentés à l'audience avec un avocat, parlant d'enfants ingrats et d'obligations familiales. Mais quand le juge a entendu parler du faux rapport de police et vu le contrat qu'ils avaient essayé de me forcer à signer, il n'a pas hésité. Accordé, a-t-il dit. 1 an, sans contact. En cas de violation, Madame et Monsieur Weber, vous vous exposerez à des poursuites pénales. Je ne les ai pas vus pendant toute cette année. Parfois, il me manquait, ou plutôt, l'idée de parents qui se souciaient réellement de moi plutôt que de mon compte en banque. Mais, dans l'ensemble, j'ai prospéré. J'ai eu une promotion au travail. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui trouvait étrange que j'insiste toujours pour partager les dépenses exactement à moitié, jusqu'à ce que je lui explique mon histoire. Il m'a simplement prise dans ses bras et m'a dit qu'on travaillerait là-dessus ensemble. J'ai rencontré de nouveaux amis qui ne pensaient pas que la réussite signifiait devoir une part à tout le monde autour de soi. Quand l'ordonnance restrictive a expiré, mes parents ont envoyé une lettre. Pas des excuses, ils ne pensaient toujours pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Mais le ton était plus doux. Ils voulaient reconstruire. J'ai répondu. Une page, avec des limites très claires. Pas d'argent. Jamais. Pas de chantage affectif. Pas de manipulation. S'ils voulaient une relation, ce serait sur un pied d'égalité, ou pas du tout. Ils n'ont jamais répondu. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Parce que j'ai appris quelque chose d'important cette nuit-là, avec les gyrophares de la police clignotant devant leur maison, la famille, ce n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect, d'amour, et de se traiter les uns les autres comme de véritables êtres humains. Certaines personnes n'apprennent jamais cette leçon. Mes parents, en tout cas, ne l'ont pas apprise. Mais moi, si. Et ça change tout.